Bien, mesdames, messieurs les préfets, directeurs généraux, mesdames, messieurs, je voudrais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue pour cette traditionnelle cérémonie des vœux à la presse qui se tient en cette période chaque année, place Beauvau. Il y a une tradition, il y a des usages, et notamment cette cérémonie veut que le ministre de l'Intérieur commente les statistiques de la délinquance, qui sont une manière aussi de dire quel est son bilan, après que l'ONDRP les a rendus publics. Je ne vais pas pouvoir me conformer à ce rituel pour des raisons qui tiennent aux modifications qui ont été apportées au système d'enregistrement statistique de la délinquance dans notre pays. Vous savez que j'ai souhaité que soit mis en place un système statistique ministériel. Il y a de nouveaux logiciels qui ont été mis en place d'enregistrement des faits de délinquance. Et l'ONDRP a rendu public des chiffres ce matin dont elle a expliqué avec beaucoup de précision qu'ils ne pouvaient pas faire l'objet de commentaires certains face à la difficulté dans laquelle nous sommes de reconstituer en cette période, compte tenu du caractère encore récent d'un certain nombre d'outils, l'ensemble de séries statistiques. Je le regrette d'autant plus que les chiffres n'étaient pas mauvais et qu'il m'aurait été agréable de pouvoir les commenter positivement devant vous. Le fait que je ne les commente pas alors qu'ils ne sont pas mauvais est bien le signe que je n'ai rien à vous cacher, que ce n'est pas une argutie ou une fantaisie de ma part liée au contenu des statistiques elles-mêmes. Donc en ce début d'année 2014, je veux former le vœu que l'an prochain, lorsque je serai en situation de commenter ces statistiques, parce que l'ensemble des séries auront été constituées, elles seront aussi bonnes qu'elles le sont cette année. Ce qui permettra de le faire avec toutes les garanties qui s'attachent à des systèmes statistiques éprouvés, en ayant la satisfaction de présenter un bilan convenable. Mais j'aurais pu, considérant que la séance ne pouvait pas se dérouler comme à l'accoutumée, ne pas la tenir du tout. C'eût été une mauvaise manière vis-à-vis de vous tous, une mauvaise manière pour moi d'abord, qui avait envie de ce moment convivial avec chacune et chacun d'entre vous. C'eût été aussi une mauvaise manière pour vous, parce que par-delà la question des statistiques et de la politique de la délinquance, il y a d'autres sujets que nous pouvons aborder, y compris d'ailleurs celui des instruments dont nous nous dotons en matière de politique publique de lutte contre la délinquance et qui ont vocation à s'affirmer dans le courant de l'année 2015. Et puis ces vœux sont aussi l'occasion d'avoir un échange entre nous sur la manière dont nous pouvons, dont nous devons, dont nous pouvons souhaiter travailler ensemble dans un contexte dont on a pu constater au cours des derniers jours, des dernières semaines, qui nous a fortement sollicités les uns et les autres et beaucoup éprouvé. Et sans faire un discours de plus sur les événements, le choc qu'ils ont occasionné, la peine qu'ils ont suscité, le recueillement qu'ils ont engendré dans le pays, recueillement unanime, je voudrais quand même dire quelques mots de ce que nous avons vécu ensemble, chacun dans nos fonctions, dans nos responsabilités, et dire aussi quelques mots des enseignements que j'en tire pour ce qui concerne notre relation avec un seul et unique souci, celui de pouvoir vous aider à faire au mieux votre travail, sans que la volonté qui est la nôtre de vous aider au mieux à faire votre travail dans des circonstances où l'accès à l'information peut être plus compliqué qu'à l'accoutumée, cette volonté n'obère la possibilité pour nous de faire le nôtre de travail. Le premier point sur lequel je voudrais insister, qui renvoie plutôt à ce que j'ai éprouvé, au sentiment, c'est le souvenir que me laissera cette période, pour toujours, du sentiment que j'ai eu que nous faisions bloc dans une épreuve. D'abord parce que les événements ont été brutaux, ils ont touché les vôtres. J'étais avec le président de la Ligue des droits de l'homme lorsque j'ai appris les événements qui frappaient la rédaction de Charlie Hebdo et vos collègues, vos confrères, vos amis, vos camarades. Je me suis immédiatement rendu sur place et certains d'entre vous y étaient présents. Et j'ai immédiatement senti à ce moment-là l'ampleur d'un choc et l'immensité d'une tristesse que vous ressentiez les uns et les autres. Parce que ces crimes abjects, barbares, qui touchaient une rédaction d'un journal qui avait le souci de l'indépendance et de la liberté, parfois jusqu'à l'impertinence,
était une agression faite à votre profession, était une atteinte portée à l'engagement qui est le vôtre pour la liberté d'expression et le droit à l'information. Et j'ai senti une unité très forte entre vous, une profession qui était rassemblée dans la révolte, dans l'indignation, dans la peine de la disparition de journalistes et dans la volonté aussi de faire en sorte que la réaction soit à la hauteur de l'agression que le pays avait subie à travers le coup qui vous y avait été porté. Et par conséquent, dès les premières heures après ces événements, nous avons ressenti ici, place Beauvau, et plus particulièrement dans mon entourage, la nécessité de faire en sorte que dans cette épreuve, vous ne soyez pas laissés sans information. D'ailleurs, immédiatement après que les faits ont été portés à la connaissance du pays par votre travail, et quand je dis immédiatement après, c'est quelques minutes après, je recevais énormément de messages de certains d'entre vous, dans leur rédaction, me demandant si tel ou tel des journalistes qu'ils connaissaient avait été atteint par les balles des terroristes. Et je sentais de l'inquiétude, je sentais de la tristesse, je sentais le besoin de disposer d'informations que je ne pouvais pas nécessairement donner moi-même parce que nous étions dans une situation où il fallait qu'il y ait confirmation et que ceux qui étaient en situation de dire, qui étaient habilités à le faire, puissent vous donner ces informations. Donc dans ce moment, et je ne veux compromettre personne dans cette salle, ni vous donner le sentiment que toutes les frontières sont tombées d'un coup entre celui qui exerce une responsabilité publique et ceux qui sont en charge de l'observer, de commenter, j'ai senti que nous étions ensemble. Et puis il y a eu les événements qui se sont immédiatement enchaînés. La nécessité pour nous de mettre hors d'état de nuire ceux qui étaient à l'origine de ces actes abjects, avec des événements qui allaient vite, des informations qui nous étaient communiquées par une enquête qui allait bon train, et puis des forces qui étaient déployées pour aller neutraliser ceux qui pouvaient frapper encore. Et à ce moment-là, j'ai vu que certains d'entre vous étaient tout près, à immédiate proximité, de ceux qui, à Reims notamment, s'apprêtaient à intervenir sans savoir ce qu'ils trouveraient au moment où ils intervenaient. Et donc, c'est poser la question de savoir comment, dans une crise aiguë où la vie de chacun pouvait être exposée, où le droit à l'information devait continuer à s'exprimer dans le pays, où votre travail devait être accompli avec le niveau d'exigence qui est le vôtre, nous devions nous créer les conditions pour que cela n'obère pas notre capacité d'intervention dans des conditions qui avaient leur part de danger, de risque, et aussi où nous devions faire en sorte que les informations diffusées soient justes, et où certaines informations dont nous n'avions pas intérêt à ce qu'elles soient diffusées pour ne pas obérer le bon déroulement de l'enquête et la mise hors d'état de nuire des terroristes ne le soient pas. C'était une question difficile. C'était une question qui renvoyait à des sujets que nous n'avions pas eu nécessairement à traiter ensemble au cours des dernières années avec une telle acuité, une telle précipitation d'événements, une telle exigence de méthode parce que tout s'entrechoquait. Eh bien, j'essaie de réfléchir aux conclusions qu'il faut tirer de ces événements. Parce que le pays peut demain se trouver confronté à d'autres crises d'une autre nature ou encore à des crises du même type, parce que nous ne sommes jamais garantis que les terroristes ne frapperont pas de nouveau, même si nous prenons 100% de précautions. Et il faut que nous réfléchissions ensemble, c'est le vœu que je forme pour 2015, à la manière de pouvoir faire chacun notre métier. Alors je voudrais, sans que ces réflexions soient exhaustives de la totalité des suggestions que l'on peut se faire les uns aux autres, évoquer devant vous quelques idées. D'abord, je pense qu'il est très important qu'il y ait un lieu un peu centralisé où de l'information sûre puisse être donnée à ceux qui, spécialistes des sujets, les suivent avec précision. Parce qu'il y a une communication de crise qui, lorsque la crise est aiguë, doit s'organiser dans une relation confiante entre ceux qui diffusent l'information et ceux qui sont susceptibles de la donner. Non pas pour que nous soyons plus à l'aise pour la retenir, mais pour que vous soyez garantis que ce qui vous est donné soit fiable et que nous puissions aussi être en situation en permanence de répondre à des interrogations que nous n'avons pas nécessairement à l'esprit, mais qui sont les vôtres. Je pense que la communication de crise implique que nous puissions nous organiser pour faire en sorte que l'information dont vous avez besoin vous soit apportée et qu'il y ait
une organisation physique de la communication de crise en ces lieux ou ailleurs, et je forme le vœu que nous puissions discuter de ces sujets pour répondre très exactement à l'attente qui est la vôtre. Et je prendrai l'initiative de réunir un certain nombre de grands patrons de la presse écrite et audiovisuelle pour essayer avec eux, de façon ouverte, intelligente et constructive, de tirer les enseignements pratiques de ce que nous avons vécu ensemble pour vous apporter les réponses auxquelles vous souhaitez que nous répondions dans la volonté de bien faire. Deuxièmement, je pense aussi qu'il faut que chacun comprenne que dans des moments comme ceux-ci, l'éthique de la responsabilité doit être notre préoccupation commune. Lorsque nous intervenons sur le théâtre d'un certain nombre d'opérations délicates, nous avons besoin de pouvoir le faire sans que rien ne soit fait qui mette des vies en danger ou obère le déroulement d'opérations délicates. Cela implique que nous nous parlions, que nous nous comprenions, et que parfois aussi nous puissions, nous l'avons fait d'ailleurs, nous avons parfois été entendus dire qu'il est des limites au-delà desquelles notre travail devient impossible. Lorsque des preneurs d'otages extraordinairement violents sont dans des lieux et que des négociateurs du GIGN ou du RAID sont sur place, si un premier contact a été pris par d'autres que ceux qui sont en charge de négocier avec ces preneurs d'otages et ces terroristes, la parole qu'ils échangeront avec nous peut être de nature différente et même peut ne pas survenir du tout. Et donc ces sujets, nous devons les partager aussi, parce que je suis parfaitement conscient de vos contraintes et je souhaite que vous puissiez aussi partager les nôtres dans des circonstances comme celles que nous avons vécues et que nous puissions réfléchir à des règles qui pourraient nous guider conjointement et nous permettre en confiance de travailler ensemble, chacun jouant son rôle et exerçant ses prérogatives et ses responsabilités. Enfin, il y a une troisième conclusion plus générale que je veux tirer de ces épisodes et qui est pour moi un sujet de réflexion qui a présidé y compris à ma propre communication avant ces événements tragiques et qui renvoie à la conception que j'ai de ce ministère. Pour moi, le ministre de l'Intérieur ne doit pas avoir une parole opportune, d'abord, même s'il n'est pas interdit qu'elle le soit, il doit avoir une parole juste. Il doit faire en sorte de se poser la question à chaque fois qu'il s'exprime publiquement sur des sujets sensibles, de savoir si sa parole d'abord correspond à la vérité des faits dont il a à traiter, de l'information qu'il doit communiquer, ensuite si sa parole respecte les principes de droit qui régissent le fonctionnement des pouvoirs publics lorsqu'il y a des sujets compliqués qui renvoient à des questions délicates comme la séparation des pouvoirs. Enfin, il doit se poser la question, le ministre de l'Intérieur, de savoir si sa parole est de nature à apaiser lorsqu'il y a des tensions, à réconcilier lorsqu'il y a des antagonismes et à rassembler la société lorsqu'il y a des violences qui peuvent créer en son sein des fractures et des fêlures irréparables. Et pour moi, la liberté d'expression dont nous jouissons les uns et les autres, tous, vous, lorsque vous prenez la plume ou activez vos commentaires, et moi, lorsque je prends la parole, et pour ce qui me concerne, dans ma responsabilité, très étroitement articulée à un principe auquel je tiens beaucoup, qui est l'éthique de la responsabilité. Parce que nous sommes dans un pays qui peut, et c'est son trésor, c'est sa force, c'est une dimension importante de l'universalité de son message, garantir à chacun qu'il sera dans ses choix religieux, personnels, éditoriaux, dans la parole qu'il prononce, libre. Mais en même temps, je me pose la question à chaque fois que je m'exprime dans ma responsabilité de savoir si la parole que je porte est une parole qui peut atteindre, qui peut blesser, qui peut alimenter des haines ou des fractures ou des incompréhensions. Et pour moi, c'est une conviction profonde, je l'exprime devant vous, la responsabilité publique, la liberté qui s'y attache et l'éthique de la responsabilité ne font qu'un. Et je le dis pour vous donner une grille de lecture de ce que j'essaie de faire aussi lorsque des sujets difficiles sont sur la table dont vous vous emparez et par rapport auxquels je n'ai pas nécessairement la même temporalité que la vôtre. Parce que le ministère de l'Intérieur ne peut pas, c'est un sujet dont nous avons déjà débattu ensemble, être le ministère de l'émotion. Ce qui ne signifie pas qu'on n'en ressent pas, que nous n'avons pas de cœur, mais ça signifie simplement que ce ministère doit être le ministère de la juste parole.
qui doit être le ministère de l'apaisement, qui doit être le ministère de la réconciliation, et le ministère d'une valeur à laquelle je tiens aussi par-dessus tout, et dont nous avons grand besoin dans le contexte que nous vivons, qui s'appelle le respect. Alors qu'est-ce que ça veut dire le respect dans cette maison? Le respect pour moi, ça veut dire que lorsque les forces de l'ordre interviennent sur des théâtres compliqués, elles doivent le faire en vertu des principes républicains et du droit. Et je le dis devant le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie, le préfet de police de Paris. Ils savent que pour moi, les forces de l'ordre qui ont le monopole de la contrainte physique légitime ne peuvent intervenir que dans le respect rigoureux de la règle de droit votée par le souverain. Et que je ne conçois les policiers et les gendarmes que comme de grands républicains. Ce qui me conduit à avoir à leur égard des exigences fortes. Et comme ils le sont aussi, de grands républicains, une grande confiance, qu'ils ont d'ailleurs magnifiquement matérialisé cette confiance il y a de cela quelques semaines, lorsqu'on les a vus en grands républicains prendre tous les risques pour s'exposer dans des opérations extraordinairement délicates afin de sauver la vie de nos compatriotes. Le respect que les forces de l'ordre doivent aux Français et qui commence par le respect des règles républicaines, dans l'engagement notamment de la force, mais qui ne doit avoir d'égal que le respect que les Français doivent aux forces de l'ordre. Parce que cette exigence que j'ai à l'égard des forces de l'ordre me conduit aussi à souhaiter que les forces de l'ordre ne soient pas malmenées, vilipendées, morigénées, attaquées, agressées comme elles le sont, alors qu'elles sont en première ligne, en exposant la vie des leurs pour assurer la sécurité des Français. Le respect, c'est cela aussi. Le respect, c'est la volonté qui est la mienne, qui n'a pas toujours été comprise, et sur laquelle je vais, en 2015, prendre d'autres initiatives, de voir l'espace numérique ne pas être un espace sans régulation, où toutes les formes de haine se déploient sans contrôle. Je vous invite, vous qui êtes journaliste et qui êtes attaché, vous l'avez écrit pour un certain nombre d'entre vous, au respect de la neutralité du net et à la volonté aussi qui est la vôtre de faire en sorte que le net soit un espace de liberté, d'expression, à regarder ce qui se diffuse sur un certain nombre de réseaux sociaux et sur la toile. C'est dans cet espace que, sans aucune régulation et parfois sans contrôle, l'antisémitisme prend toute sa place, que les actes anti-musulmans trouvent toute leur inspiration, que l'homophobie, les petites haines qui rongent la République de l'intérieur se déploient sans limite. Eh bien, le respect, c'est aussi la volonté de faire en sorte, notamment lorsqu'on lutte contre le terrorisme, et qu'on sait que 90% de ceux qui s'engagent dans les actes terroristes s'engagent précisément par le truchement d'Internet, de faire en sorte que cela ne soit pas possible, non pas au détriment de la liberté d'expression, mais au contraire dans le respect de cette liberté qui ne peut que se trouver atteinte dès lors qu'on laisse ces haines se déployer sans limite, sans principe. Le respect. Le respect dans la relation de ceux qui ont la force à la population, de la population à ceux qui les protègent, le respect lorsqu'il s'agit de s'exprimer et de faire en sorte que personne ne puisse se trouver atteint par le moteur de la haine, de l'antisémitisme, des actes anti-musulmans, de toutes les formes de racisme, c'est une notion que nous devons mettre au premier plan des préoccupations de ce ministère, qui n'est pas que le ministère de la Sécurité, qui est aussi le ministère de l'État, c'est-à-dire le ministère des valeurs, le ministère des libertés publiques, le ministère de la République, qui, lorsqu'elle est atteinte, doit être capable de se dresser en mobilisant notamment les moyens de cette maison, c'est-à-dire les forces de l'ordre qui protègent et les valeurs de la République, qui garantissent, lorsque l'essentiel est en jeu, qu'on saura faire corps et bloc autour de ces valeurs pour défendre ce à quoi notre pays tient le plus. Je voudrais aussi beaucoup insister sur une autre préoccupation de 2015 qui nous conduira à échanger, à débattre ensemble, c'est les nouvelles formes de conflictualité et de risques auxquels nous sommes soumis. Je parlais à l'instant du terrorisme, chacun aura bien compris que le défi qui se présente à nous est d'une toute autre nature que celui auquel nous avons été confrontés au début des années 90. Lorsque des terroristes venus d'autres pays, notamment de l'Algérie, appartenant à des petites organisations très fermées, venaient frapper notre pays avant que de repartir. Il s'agissait là d'organisations
très secrètes, très fermées, difficilement pénétrables dans leur fonctionnement, et qui frappaient de l'extérieur et retournaient par-delà nos frontières après avoir frappé. Nous sommes aujourd'hui face à une toute autre réalité. Je donnais avec le Premier ministre quelques chiffres la semaine dernière lorsque nous avons présenté notre plan antiterroriste. 1300 personnes concernées par d'éventuels mouvements sur des théâtres d'opérations terroristes à l'extérieur, notamment en Irak et en Syrie. Non pas qu'elles y soient toutes allées, il y en a à peu près la moitié qui s'y est rendue, et les autres peuvent avoir la tentation de le faire, ou se préparent à le faire, ou sont sur le chemin de ces théâtres d'opération quelque part entre la France, l'Irak et la Syrie. Il y a à peu près 430 cibles suivies par nos services qui sont en lien avec des grandes organisations internationales terroristes comme Al-Qaïda, Ansar el-Sharia ou d'autres structures. Et puis il y a 1 millier de personnes qui, sur Internet, appellent ou provoquent au terrorisme ou appartiennent à la petite délinquance qui peut à tout moment, par l'effet de la radicalisation dans les prisons ou actionnée par des terroristes, basculer. Donc nous avons, à travers ces chiffres, à peu près 3000 cibles, et nous avons, à la Direction générale de la sécurité intérieure, à peu près 3100 collaborateurs, auxquels s'ajoutent nos policiers du service de renseignement territorial ou d'autres services de la police judiciaire notamment. Donc nous sommes face à ces défis nouveaux. Et face à ces défis nouveaux, nous aurons au Parlement, dans le courant de l'année 2015, à débattre des moyens juridiques nouveaux que nous mobilisons pour pouvoir assurer la mise hors d'état de nuire et prévenir les actes dont ces terroristes pourraient avoir l'idée ou qu'ils pourraient avoir en préparation. Et là aussi, je veux dire des choses claires qui ont été dites par le Président de la République et le Premier ministre et qui correspondent à mes convictions profondes concernant la lutte antiterroriste. La lutte antiterroriste ne se mène pas avec la main qui tremble. Elle ne se mène pas dans les états d'âme. Elle ne se mène pas non plus dans la nervosité. Elle implique une maîtrise, un sang-froid, une concentration constante. Et elle implique aussi et surtout que tout ce que nous aurons à faire pour assurer davantage la sécurité des Français en mobilisant des moyens juridiques nouveaux ne se fasse jamais au détriment des libertés fondamentales auxquelles les Français sont attachés. Cet équilibre entre sécurité face au terrorisme d'un nouveau type, en accès libre, dont je viens de présenter à travers quelques données chiffrées les caractéristiques, et la défense de la liberté, appellera à chaque instant un dialogue étroit avec l'opinion publique, le renforcement des pouvoirs parlementaires de contrôle, une discussion au Parlement sur les moyens mobilisés et les dispositifs de contrôle imaginés pour faire en sorte que cet équilibre ne soit jamais rompu. Je sais pouvoir compter sur vous. Si cet équilibre devait être remis en cause, pour que nous nous trouvions rappelés à nos responsabilités. Vous l'avez fait à l'occasion de la première loi face au terrorisme, avec un débat qui m'a conduit parfois à croiser le fer avec certains d'entre vous. Mais c'est aussi ça le débat public. Et je me suis toujours réjoui que sur ces questions essentielles, il n'y ait pas de complaisance et qu'il y ait au contraire, par le travail que vous faites et qui est absolument essentiel, des alertes et pour nous, un devoir et une exigence constante d'explication. C'est aussi ça, la démocratie. Et même s'il arrive, quand on est ministre, qu'on se trouve agacé par des interpellations dont on peut parfois considérer qu'elles n'ont pas le niveau de précision qu'on pourrait souhaiter, on doit répondre. Il est du devoir de répondre. Et sans ces interpellations qui sont les vôtres, la réponse ne viendrait pas aussi vite et elle n'aurait pas le niveau de précision que vous êtes en droit d'attendre. Donc, protéger les Français face aux risques nouveaux, mais avec cette exigence de liberté qui doit nourrir entre nous un dialogue toujours plus dense, plus riche et plus exigeant. Autre sujet que je voulais évoquer, c'est celui des nouveaux défis rendus plus pressants ou plus difficiles encore par la situation internationale liée notamment à la question du terrorisme et de la déstabilisation d'un certain nombre de régions. Nous avons un très grand nombre de migrants qui arrivent pour des raisons qui tiennent aux persécutions dont ils sont victimes sur le territoire de leur propre pays.
Depuis le début de l'année 2014, c'est près de 170 000 migrants qui sont arrivés à partir des côtes du nord de l'Afrique vers l'Italie et qui sont ensuite partis vers différents pays ou différentes villes de l'Union européenne. Ce sujet-là est un sujet sur lequel la mobilisation sera forte en 2015. D'abord parce que nous aurons à débattre de la loi Asile, et je veux que cette loi Asile soit une grande loi qui permette à tous ceux qui ont vocation à être accueillis en France de l'être, ce qui signifie que l'on donne à l'OFPRA les moyens de faire son travail ainsi qu'à l'OFII. Ça veut dire que nous ayons des places supplémentaires en CADA, et ça veut dire aussi que tous ceux qui ne relèvent pas de l'asile en France et qui arrivent par le biais de l'asile entre les mains d'organisations criminelles qui sont des organisations de passeurs et qui relèvent d'autres dispositifs, puissent être traités aussi dans le respect des principes de droit et avec toute la rigueur du droit, sinon il n'y aura pas de soutenabilité de notre politique. Et bien sûr, ces sujets aussi, nous aurons en 2015 à débattre beaucoup de façon approfondie, et pas simplement à l'échelle française, également à l'échelle européenne. Et vous constaterez dans les 48 heures qui viennent que sur ces sujets-là, à l'occasion de la réunion des ministres de l'Intérieur de Riga, comme sur la question du terrorisme, il y aura de nouvelles frontières, il y aura de nouveaux sujets qui seront abordés et qui nous conduiront ensemble à avoir là aussi des échanges extrêmement riches. Cette cérémonie de vœux n'est pas une occasion pour moi de décliner tous les sujets sur lesquels nous allons avoir à débattre. J'ai évoqué simplement les principaux. Et il y en a d'autres en 2015 qui seront sur le métier, la réforme de l'administration territoriale, la modernisation de la politique de sécurité civile, la modernisation des forces de sécurité à travers le plan annoncé par le Premier ministre, mais pas seulement. Bref, nous aurons dans les mois qui viennent 1000 occasions de contact, d'échange, de dialogue. Et ce que je voudrais vous dire en conclusion de ce propos, c'est le désir profond qui est le mien et celui de l'équipe qui m'entoure, de faire en sorte que sur tous ces sujets, vous puissiez avoir l'information la plus précise, que nous puissions ici porter un propos dont la première exigence est celle de la rigueur, c'est-à-dire de la vérité, de la précision, le refus de l'approximation, des emportements, des amalgames, des emballements, du bruit, qui n'est pas toujours l'essentiel, et qu'il arrive, politiques et journalistes, que nous entretenions ensemble, parfois volontairement, parfois à nos propres dépens. Enfin, je voudrais vous souhaiter à toutes et toutes une belle et heureuse année 2015. Pour chacune et chacun d'entre vous, pour tous ceux qui vous sont chers, pour vos proches, pour vos journaux, car pour vos journaux, vos organes de presse, écrits, audiovisuels, car nous sommes dans un monde où, pour des raisons qui tiennent au progrès de la technologie, mais pas seulement, certains organes de presse, écrits, audiovisuels, sont à la peine. Et je sais aussi la part de combat qui doit être menée pour assurer que des organes de presse continuent à vivre et que la pluralité dont nous avons besoin, qui elle aussi est un instrument, un élément de la démocratie, continue à vivre longtemps. J'y suis particulièrement attaché à ce principe, même s'il ne dépend pas de ce ministère. D'ailleurs, si le droit de la presse et la pluralité de la presse dépendaient de ce ministère, vous seriez nombreux à vous mobiliser pour que cela cesse, et je comprendrais parfaitement la chose. Je n'ai pas l'intention que l'ordre des responsabilités en la matière change de nature. Mais nous avons besoin de cette presse libre. Nous avons besoin de ces journaux qui vivent. Nous avons besoin de l'impertinence des journalistes. Nous avons besoin de la distance qu'ils prennent par rapport à ce que nous faisons, car il ne nous est pas toujours possible, dans la précipitation de l'action, de prendre cette distance si vous ne nous y aidez pas. Donc je forme des vœux pour vous, je forme des vœux pour les vôtres, je forme des vœux pour vos entreprises, je forme des vœux pour nos relations, que je souhaite excellentes sans jamais compromettre aucun d'entre vous. Je souhaite enfin que nous ne vivions pas en 2015 des événements qui nous atteignent aussi douloureusement que ceux que nous venons de vivre en ce début d'année, pas d'autres. Ça a été trop douloureux, ça a été trop de chagrin, ça a été trop de révolte et d'indignation juste face à des actes barbares qui ont frappé votre profession.